Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes dimanche 28 janvier 2024. C'est l'information du jour. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali se retirent de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. L'annonce de cette décision historique a été faite en début d'après-midi, conjointement par les trois pays. Ici au Niger, sur le porte-parole du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le colonel-major Abdraman Amadou, qui a lu cette communiqué au niveau de la télévision nationale. Je propose de le suivre. Communiqué conjoint du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Désiré de réaliser leur intégration entre les États de la sous-région, émus par les idéaux de fraternité, de solidarité, d'entraide, de paix et de développement. Leur Excellence, le général Aboubakar Sangoulé Ladizana, le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Seyni Kounché, respectivement chefs d'État de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, du Mali et du Niger, créés avec 12 de leurs pairs le 28 mai 1975 à Lagos, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Après 49 ans d'existence, les vaillants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, la CEDEAO, sous l'influence de puissances étrangères, trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. En effet, l'organisation n'a pas porté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes terroristes, instrumentalisées et téléguidées. Face à cette situation qui perdure, leur Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Koïta et le général de brigade Abdraman Tiani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey le 28 janvier 2024. Voilà donc déclaration historique, donc un jour historique, et ce qui a tout de suite amené beaucoup de citoyens nigériens, ici dans la capitale Niamey notamment, à se retrouver au niveau de la place de la concertation pour manifester leur joie face à cette décision, donc après cette décision de retrait du Niger et du Mali et du Burkina Faso, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous allons vous faire suivre dans quelques instants les moments forts de cette manifestation spontanée, et pour justement parler de cette manifestation
manifestation, mais aussi de la décision dans sa globalité. Nous recevons comme invité sur ce plateau M. Bana Ibrahim. Il est le chargé de communication du Front patriotique pour la souveraineté. M. Bana, bonsoir. Bonsoir. Bana revient justement de la place de la concertation. Nous allons poursuivre donc les réactions et puis l'analyse de ce que pourrait avoir comme implication cette décision des autorités de nos trois pays de se retirer de la CEDEAO avec vous dans quelques instants. Nous avons aussi avant vous recueilli l'analyse et la réaction d'un diplomate et universitaire nigérien, le docteur Kalla Karimoun Mamad, sur cette décision de ces trois pays de se retirer de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Je propose de le suivre en extrait avant de retrouver l'intégralité de l'entretien qu'il a bien voulu accorder à la télévision Labari à la fin de ce journal. Non seulement en se retirant de la CEDEAO, se retire donc automatiquement, à moins d'arrangement ultérieur entre chefs d'État ou entre pays, de toutes les institutions spécialisées, évidemment, de la CEDEAO, c'est-à-dire toutes les organisations qui ont partie liées avec la CEDEAO, telles que l'UMOA et toutes ces autres institutions. Cela veut dire que les pays vont prendre leur distance par rapport à ces organisations. Mais, vous savez, les relations diplomatiques sont souvent assez élastiques. Ça n'exclut pas que les gens puissent trouver d'autres moyens de maintenir entre ces pays et les autres membres de la CEDEAO un certain nombre de rapports, par exemple de bon voisinage ou de coopération dans des domaines précis. De la vie de la population, donc des trois populations, des trois peuples qui sont sur le point de constituer un seul ensemble. Évidemment, c'est le retrait pur et simple et l'abandon de toutes les institutions liées à la CEDEAO. Parce que pour les peuples du Niger, la République du Mali et du Burkina, il devient pratiquement impossible de continuer à travailler avec une organisation qui reçoit ces instructions d'autres pays, qui bafoue votre souveraineté et qui ose prendre un certain nombre de mesures qui vont à l'encontre même de la sauvegarde de la vie des populations de ces pays. Voilà, Kalla Karimoun Mamad, que vous allez donc retrouver en intégralité à la fin de ce journal. Je le disais, nous avons donc dans le même ordre d'idée, comme invité sur ce plateau, Bana Ibrahim. Bana, bonsoir à nouveau. Bonsoir. Merci d'accepter de venir directement de la place de la concertation pour réagir et puis essayer d'analyser donc cette décision historique de nos trois États. Alors, vous étiez, comme je l'ai dit, au niveau de la place de la concertation. Comment c'était le temps que nos téléspectateurs suivent les images, nos équipes s'attelant à nous faire vivre quelques instants de cette manifestation? Comment ça a été cet après-midi? Juste, merci d'abord de cette occasion que vous me donnez de réagir à chaud sur cette activité, cette actualité. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aussitôt après l'annonce lue par le colonel-major Abdraman Amadou pour le compte du Niger et qui est simultanément au Mali et au Burkina, certains Nigériens ont commencé à converger, à se poser la question où est-ce qu'il faut aller. Donc c'est dans ces conditions que le Front patriotique pour la souveraineté a lancé un appel pour que les populations se réunissent au niveau de la place de la concertation. Et après que les Nigériens aient commencé à rallier l'endroit, que nous avons commencé à mettre en place une logistique avec un podium, une sonorisation pour qu'on puisse continuer la fête toute la nuit. Est-ce que vous pouvez dire déjà qu'il y avait beaucoup de manifestations, comme je le disais? Oui, le temps qu'on voit les images. Vous allez voir les images, ça a pris un peu de temps avant de se mettre en place, mais à l'heure actuelle, la place est bondée. Et ça dénote de quoi, à votre avis? Ça dénote deux choses, c'est que la décision du CNE lue par le porte-parole est sous-tendue par une adhésion populaire. Ça fait longtemps que le peuple nigérien l'a de décisions iniques, illégales, injustement imposées à notre pays après les événements du 26 juillet 2023. Les Nigériens, dans leur immense majorité, étaient pour que le Niger amorce le processus de son retrait de cette CEDEAO qui, comme l'a dit un de votre analyste que j'ai écouté tout à l'heure, a cessé d'être un instrument d'unité, de convergence et d'intégration des peuples pour être un instrument au service de l'impérialisme français. Donc tout le peuple attendait cette décision. Donc c'était attendu. Alors,
en termes de réaction, alors nous avons justement à l'écran quelques images pour nos téléspectateurs pour confirmer ce que Bana disait, cette manifestation donc spontanée. Alors, ce retrait, vous l'aviez dit, c'était attendu puisque demandé par la population, mais aussi par vous en tant qu'organisation de la société civile, le Front patriotique pour la souveraineté. Vous l'avez toujours demandé aux autorités de absolument. Au tout début, les gens nous prenaient pour des va-t-en-guerre, alors que nous avions juste perçu peut-être ce que les gens n'avaient pas perçu, c'est-à-dire la volonté de la France d'utiliser la CEDEAO pour déstabiliser notre pays. Dès les premiers instants, nous avons perçu cette volonté et nous avions demandé au CNSP et au gouvernement d'exiger la levée immédiate, sans aucune condition, de l'embargo illégal qui nous a été imposé et à défaut de retirer notre pays de cette organisation qui avait perdu déjà son essence et ce qui a prévalu à sa création. Alors, donc les raisons avancées par les trois pays pour décider de se retirer, c'est que il y a vraiment une sorte de dévoiement des objectifs, disons des idéaux qui ont précédé à la création de cette organisation. Je pense que c'est un processus qui date historiquement, qui date d'assez longtemps. Dès lors que la CEDEAO, qui avait comme objectif de réaliser l'intégration économique et monétaire des États membres de l'organisation, s'est transformé en un syndicat de chefs d'État, notamment à travers le protocole sur la bonne gouvernance qui avait été adopté, ajouté aux instruments de la CEDEAO, qui, au lieu de prendre en compte les intérêts des populations, de promouvoir la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite, c'était plutôt un instrument juste pour pérenniser la forfaiture démocratique, les coups d'État électoraux, et pour le maintien des chefs d'État à la tête des différents États qui composaient la CEDEAO. Donc dès lors, on a quitté l'objectif primaire qui était de réaliser une CEDEAO des peuples. C'est devenu un syndicat de chefs d'État. Et à la faveur du vent nouveau qui a soufflé sur l'Afrique, en particulier sur le Sahel, le Burkina, le Mali et le Niger, nous avons vite vu le vrai visage de la CEDEAO qui s'est empressé de prendre des mesures dont elle était elle-même sûre qu'elle n'aurait d'effet que sur les populations et non pas sur les juntes militaires qui étaient visées. En plus de leur illégalité, bien sûr. De leur illégalité qui n'était prévue dans aucun texte. Mais vous voyez, la France et depuis quelques jours, les États-Unis se mettent derrière la CEDEAO pour attaquer les pays du Sahel et notamment le Niger qui était devenu la cible première et privilégiée de ces deux puissances. On va justement parler de ces deux puissances puisque les autorités, en annonçant ce retrait, ont estimé que la CEDEAO était justement un instrument à la solde donc, de ces puissances. Mais si on revient sur le cas du Niger, quel lien est-ce qu'on peut faire entre cette décision de retrait et puis les négociations qui devaient se tenir le 25, enfin disons le 10 déjà. Absolument. Si vous voyez la chronologie, à partir du sommet du 10 décembre, où la CEDEAO avait fini par prendre l'acte du changement de régime au Niger, il y avait deux vitesses. On annonce tantôt l'arrivée d'une délégation avec pour objectif d'obtenir la libération de l'ancien président Bazoum et la fixation d'une transition contre la levée des sanctions. Le Niger avait fait montre de sa bonne foi en procédant déjà, même si c'était un processus judiciaire, à la libération du fils de l'ancien président, ce qui est en soi un signe de bonne foi. On aurait voulu qu'en même temps, le Nigeria, par exemple, qui s'était empressé de couper l'électricité qui était vendue au Niger dans le cadre d'un contrat purement commercial, le Nigeria aurait pu, par exemple, déjà lever cette méthode. Mais ce blocus, et on aurait alors engagé un vrai débat sur les questions qui intéressent le peuple nigérien d'une part et les exigences de la CEDEAO et les concilier. Mais au fur du temps, on s'est rendu compte que c'était plutôt une mise en scène afin de permettre aux puissances qui étaient derrière la CEDEAO de préparer, de mettre en œuvre
y compris une agression contre notre pays. Donc les pays du Sahel n'étant pas dupes, parce que là ils se sont trompés d'époque, ils pensaient avoir affaire à des élites corrompues comme par le passé. Aujourd'hui, ce sont des dignes fils qui se trouvent à la tête des États du Sahel et qui ont vite compris la manœuvre et qui ont précipité ce processus, ou qui l'ont suscité et qui l'ont conduit à son terme avec le point d'orgue qui est aujourd'hui la déclaration. Alors, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi dire de cela de nos autorités nigériennes, puisque depuis le sommet du 10 décembre aussi, le Niger devait faire des avancées. Est-ce que le Niger, disons les nouvelles autorités, n'avaient pas aussi en vue cette décision qui allait tomber aujourd'hui, pour freiner aussi, puisque le Premier ministre avait annoncé que la délégation de la CEDEAO était attendue le 10 janvier, ensuite il a demandé un report jusqu'au 25 pour notamment permettre à ce que le dialogue se fasse. Ça ne s'est pas fait. Est-ce qu'on ne peut pas aussi voir tout cela dans ce sens? C'est ce que je dis, les autorités nigériennes et les autorités maliennes au Burkinabé ont vite compris depuis le début que le but de la CEDEAO n'est pas de permettre un retour rapide à un ordre constitutionnel normal. C'est juste de permettre le retour de la France et aussi des États-Unis dans les pays du Mali. Parce qu'il y a certainement des informations qui ont été un peu ébruitées sur la volonté de mettre en place un complot, d'abord contre le Niger et le Burkina, et affaiblir l'AES et aussi après attaquer le Mali. Il y avait, en prélude à ça, vous avez remarqué les voyages des présidents ivoiriens et nigériens en France et le récent séjour annoncé du chef d'état-major de l'armée algérienne en France, ce qui ne s'est pas passé depuis 17 ans. Donc tous les indicateurs montraient pour montrer que la CEDEAO jouait la montre pour permettre aux puissances qui la téléguident de mettre en place un deuxième plan pour déstabiliser le Sahel. Donc aujourd'hui, c'est cela, ce cocktail qui a donné le tonus aux autorités d'accélérer le processus. Alors on a envie de se demander qu'est-ce qui va se passer après, mais juste je vais vous poser la question, mais juste on va suivre justement les moments forts de cette manifestation spontanée organisée cet après-midi au niveau de la place de la Concertation, après l'annonce donc de la décision de retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO. C'est avec nos reporters Nasser Seydou et Ismaël Moumouni. Les déclarations, marches, meetings, sit-ins et autres actions de revendication des citoyens a finalement payé. Le Niger, en compagnie du Mali et du Burkina Faso, quitte définitivement la CEDEAO. Cet acte historique des autorités et apprécié par la population en témoigne cette manifestation spontanée à la place de la Concertation. C'est un symbole de panafricanisme. Très heureux, ces citoyens tirent leur chapeau aux autorités. Aujourd'hui, c'est une journée patriotique. Cette journée doit être proclamée journée chômée et fériée et journée de l'indépendance des 3 pays de l'AES. Parce que pendant plus de 6 mois, nous étions sur les pavés en demandant le retrait de la CEDEAO. Parce que pour la simple raison que la CEDEAO elle-même ne respectait pas ces traités. Dans les traités de la CEDEAO, nulle part nous n'avons vu une sanction, à savoir la fermeture des frontières, les gels des avoirs par l'UEMOA. Nulle part dans les traités de la CEDEAO et de l'UEMOA. Donc aujourd'hui, le retrait avec effet immédiat, ce n'est que légal. Nous sommes fiers aujourd'hui de la décision historique prise par les chefs d'État des États de l'Alliance des États du Sahel. C'est une revendication que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous avons au sein du Front patriotique pour la souveraineté, au lendemain même des sanctions illégales, injustes, iniques prises à l'encontre de notre pays. Nous avions demandé à notre gouvernement de considérer qu'il n'y a plus de raison objective de rester dans une organisation dont l'objectif au départ était de réaliser l'union des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons estimé que la CEDEAO a cessé d'être cet instrument d'intégration régionale pour être un instrument de domination au service de l'impérialisme français qui dictait depuis un certain temps les décisions au sein de la CEDEAO. Le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger ne sera pas toléré certainement par la CEDEAO. Alors, la prudence doit être de mise.
Voilà pourquoi ces citoyens lancent ce message. On ne peut que dire à l'Alliance de se souder davantage, de rester serein, mobilisé. Et nous, peuple du Niger, du Burkina et du Mali, on est derrière nos dirigeants. On les soutient dans toutes leurs décisions qu'ils ont eu à prendre. Et on invite aussi à d'autres pays de venir à l'AES parce que les portes de l'AES sont grandement ouvertes. Aujourd'hui, pour tout Nigérien qui se soucie de son pays, franchement, on peut dire que c'est une fête. C'est une grande indépendance aujourd'hui. Aujourd'hui, tout Nigérien doit se soulager. Aujourd'hui, tout Nigérien doit être fier d'être un Nigérien. Pour toute décision prise, il y a des conséquences. Il n'y a pas de problème, le Nigérien est résilient, tout comme le Burkinabé, tout comme le Malien. Et je pense qu'on n'a plus besoin de ces États. C'est comme tout à l'heure, Banel l'avait dit. Et il y a longtemps, on travaillait avec le Tchad, la Mauritanie, ils ne sont pas de la CEDEAO. Maintenant, c'est seulement avec le Bénin, le Sénégal et le Nigeria qui font du tort à nos États. Et pourquoi ne pas s'en aller? Après avoir chassé les militaires français du territoire, ce fut le tour de la CEDEAO de subir la colère du peuple nigérien. Cette décision du retrait du Niger de la CEDEAO est actée 3 jours après qu'une mission de cette organisation sous-régionale a planté les autorités qui les attendaient à Niamey pour une négociation. Voilà donc quelques temps forts de cette manifestation qui se poursuit, nous apprend Bana toute la nuit. Alors Bana, on a envie de se demander, ok, maintenant la CEDEAO est partie, qu'est-ce qui va être la suite? Déjà, on a vu qu'elle a réagi, disant qu'elle n'a pas reçu officiellement donc la notification de ce retrait, comme ça devait se faire selon les textes. Et avant de répondre à votre question, permettez de réagir un peu sur ce qui a été dit dans l'analyse du diplomate, puisque le processus de retrait de la CEDEAO pour le moment n'a aucun impact sur notre appartenance à l'UEMOA. C'est deux processus, deux structures, deux instruments juridiques différents qu'ils ont créés. Maintenant, ce qu'il faut dire d'abord, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que les 3 États du Sahel cesseront d'être liés par les instruments de la CEDEAO, notamment la libre circulation des personnes et des biens, comment on appelle ça, la juridiction de la CEDEAO, la Cour de justice de la CEDEAO, et beaucoup d'autres instruments de convergence en matière économique de plusieurs transports et autres. Aujourd'hui, les États du Sahel ne seront plus partis à ces instruments. Mais rien n'empêche que chacun des États puisse signer des accords bilatéraux avec d'autres États sur les mêmes instruments, mais qui ne seront pas dans le cadre de la CEDEAO. Aujourd'hui, il faut rappeler qu'avant la CEDEAO, 1975, la CEDEAO a été créée en 1975. Avant cette date, il y avait des accords bilatéraux entre le Niger, le Dahomey à l'époque, entre le Niger, le Nigeria. Comme il y a des pays qui n'ont jamais appartenu à la CEDEAO, qui avaient pourtant des frontières, qui ont des frontières avec notre pays, le Tchad, la Libye, l'Algérie, et aujourd'hui, peut-être dans l'Alliance, il y a encore une autre frontière qui est la Mauritanie, donc qui n'a jamais qui a quitté la CEDEAO. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'épouvantail qu'on puisse nous opposer, nous brandir pour nous dire non, il y a danger, vous ne pouvez plus rentrer au Nigeria, au Bénin, c'est faux. Ok. Alors, il y a ceux qui disent aussi que, comme la CEDEAO, dans son communiqué en réaction à cette annonce de retrait, qui disent que selon le traité, l'article qui parle du retrait, il faut faire la notification 1 an, donc toute cette année, une année après, les pays vont être encore membres de la structure. Mais qu'est-ce que cela signifie? Écoutez, il y a d'abord au-dessus des traités, il y a la souveraineté et l'indépendance d'un pays. Nul ne peut être contraint de rester dans un traité dans lequel il ne se retrouve pas. Bien sûr. Et d'ailleurs, ceux-là qui sont des légalistes, ils n'ont qu'à nous sortir aussi dans les textes de la CEDEAO un article qui dit que la CEDEAO a le droit de prévoir des sanctions économiques, y compris de suspendre la fourniture en énergie à un pays. Il n'y en a pas. Nous sommes
partis au traité de la CEDEAO parce que nous avons voulu. Aujourd'hui, le peuple, le gouvernement et le CNSP n'en veulent plus dans les États du Sahel. Il n'y a pas de toutes les façons, la seule chose qu'ils peuvent demander, on a fait un communiqué aujourd'hui dans les 3 pays, de manière officielle, les ministres des Affaires étrangères des 3 pays vont séparément introduire au niveau de la CEDEAO cette décision et la note verbale pour dire que nous ne sommes plus partis à ce traité. Dès ce moment, avec effet immédiat, comme l'ont dit les chefs d'État, personne ne va nous obliger à rester dans une CEDEAO que nous ne voulons pas. Nous sommes souverains, indépendants et nous allons assumer cette indépendance. Ok, alors dernière question banale pour finir cet entretien. On l'a vu, c'était une de vos revendications, c'était la revendication populaire. Après bien sûr celle du retrait des forces françaises, elles sont parties, on ne fait plus partie aujourd'hui de la CEDEAO. D'aucuns pensent que la prochaine étape ça va être l'UEMOA. Et puis quelle autre perspective en plus vis-à-vis des nouvelles autorités comme exigence pour que tout soit différent? Tout à fait, et je pense que c'est la logique. C'est en attendant de mettre en place certainement les instruments monétaires de l'AES que nous sommes pour le moment au niveau de l'UEMOA. Je suis sûr que la prochaine étape, comme vous l'avez dit, sera de nous retirer également de cet instrument qui aussi a cessé d'être un instrument d'intégration. Maintenant, il faut donner un contenu à l'Alliance des États du Sahel. On a entendu la dernière fois que les 3 premiers ministres étaient dans notre pays, des effets d'annonce qui doivent être concrétisés à travers des actes qui lieront nos 3 pays sur les domaines de souveraineté que nous allons accepter de lâcher au profit de la nouvelle alliance, notamment sur le plan monétaire, sur le plan de l'agriculture, de la lutte pour l'indépendance et la souveraineté alimentaire, énergétique, les transports, etc., etc. Il faut donner un contenu rapidement en créant les instruments juridiques, en les ratifiant pour que nous puissions. Maintenant, pour le cas du Niger spécifiquement, il y a aujourd'hui il faut aller rapidement au rythme du Mali et du Burkina Faso. C'est-à-dire il faut déjà parachever la mise en place des instruments, des organes de la transition pour qu'on ait un parlement au même titre de transition, au même titre que le Mali et au Burkina. Il faut également accélérer la lutte contre l'enrichissement, la corruption, le détournement des deniers publics. Vous voyez ce qui se passe et c'est ce qui explique même, avant cette décision historique, l'essoufflement du soutien populaire au CNSP qui était perceptible. Parce que les peuples nigériens estimaient que le CNSP n'allait pas vite autant que le Mali et le Burkina en montrant en donnant des gages de rupture dans la gouvernance. Prenez l'exemple du Mali, je vous le disais en off tout à l'heure, le directeur général de la société EDM, électricité du Mali, qui a été arrêté il y a quelques jours. Il est le beau-frère direct du ministre de la Défense, numéro 2 de la transition, le colonel Sadio Kamara. Ce sont des actes comme ça dont on a besoin dans notre pays. Que le CNSP montre clairement sa volonté d'aller dans une lutte sans aucune équivoque contre la corruption, contre les détournements et surtout qu'on dépoussière les scandales qui ont émaillé la gouvernance de la mais c'est ce que fait la COLDEF. Renaissance. Oui, mais la COLDEF, pour le moment, on ne perçoit rien du tout. La COLDEF est plutôt aujourd'hui perçue par les Nigériens comme étant un organisme de tontine. C'est-à-dire, vous avez pris de l'argent, on vous dit de ramener ça, et puis la plupart, on ne prend même pas tout, parce qu'on n'a même pas tout. Donc aujourd'hui, ce n'est pas de cette justice que les Nigériens ont besoin. Ils ont soif d'une justice qu'on va exposer au peuple nigérien régulièrement. Aujourd'hui, même la transition, l'institution de lutte contre la corruption sous la transition de Salou Jibo faisait mieux que ce que fait la COLDEF, parce qu'elle faisait un point d'étape et on avait des points sur l'ensemble des dossiers traités par cette commission. Aujourd'hui, la COLDEF ne communique pas. Personne ne sait qui est appelé à la COLDEF, quels dossiers sont sur la table. Ainsi, on ne va pas au même rythme que le Mali et le Burkina. Donc, à mon avis, aujourd'hui, ce que les Nigériens attendent, ce sont des actes forts,
quotidiennement, de manière hebdomadaire ou mensuelle. Merci beaucoup Ibrahim Bana. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication du Front patriotique pour la souveraineté. Merci vraiment d'être parti sur ce plateau. Réagir et analyser donc cette décision des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, Mali, Niger et Burkina, de se retirer donc aujourd'hui avec effet immédiat, sans délai donc de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et comme je vous le disais à l'entame de ce journal, nous allons poursuivre l'analyse de cette décision avec Karimoun Maman. Il est diplomate et ministre, disons enseignant, chercheur à l'université de Niamey. Mais juste avant, je propose de suivre le résumé de cette déclaration d'un groupe de prédicateurs nigériens qui ont rendu public une déclaration de soutien au peuple palestinien. Je propose donc de suivre le résumé de cette déclaration avec nos reporters Aboubakar Souley et Adamou Soumana. Par cette sortie médiatique, les leaders religieux regroupés au sein du Rassemblement des leaders musulmans du Niger sortent de leur silence relativement à la situation du Palestine. Ce pays qui fait face à une agression de l'armée israélienne depuis plus d'une centaine de jours, avec le silence complice de la communauté internationale. La ville de Gaza est prise au piège au milieu de ce déferlement de violences injustifiées et disproportionnées. Ces bombardements sans précédent, barbares et cyniques, menace l'existence même du peuple palestinien. Un hôpital de Gaza et plusieurs autres ont été pris pour cible, puis bombardés alors que des enfants, des femmes et des vieillards y étaient pris en charge. Plusieurs d'entre ces personnes n'ont pas vécu à cette attaque meurtrière. Les services médicaux de la ville de Gaza sont de plus en plus dans l'incapacité de soigner celles et ceux qui ont désespérément besoin d'aide et de soins. Les bombardements de l'armée israélienne sur les populations civiles palestiniennes sans défense constituent des crimes contre l'humanité. Dans ce silence assourdissant de la communauté internationale en général et de la Oumma islamique en particulier, force est de reconnaître le courage et la détermination de l'Afrique du Sud, seul pays au monde à avoir dénoncé ces exactions. Ainsi, face à ces constats amers, le Rassemblement des leaders musulmans du Niger exprime sa préoccupation et exhorte la communauté internationale à mettre fin immédiatement aux hostilités et à œuvrer à la recherche d'une solution durable, pacifique et ce, pour toutes les parties en présence. Le Rassemblement des leaders musulmans du Niger reste attaché à un monde pacifique à l'abri de la peur, où la paix et la concorde reposent sur la pleine application du droit international. À travers cette déclaration, le Rassemblement des leaders musulmans du Niger a tenu à informer l'opinion publique sur la décision de la Cour pénale internationale suite à la plainte introduite par l'Afrique du Sud qualifiant les bombardements israéliens de crimes contre l'humanité. Ainsi, la Cour a rendu son jugement sur ce conflit qu'elle qualifie de génocide. Aussi, le Rassemblement des leaders salue l'avènement du CNSP avec à sa tête le général Tchani Abdourahmane qui fait de la sécurisation du pays et sa souveraineté son combat, ainsi que l'avènement de l'Alliance des États du Sahel. La partie magazine, donc à présent, comme je vous l'annonçais, elle est consacrée à un entretien accordé à la télévision Labari cet après-midi par le docteur Kalla Karimoun Maman, ancien diplomate et universitaire nigérien, sur la décision prise aujourd'hui par les 3 États membres de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, de se retirer sans délai de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il nous livre donc ses impressions, mais également l'analyse qu'il faut faire de l'implication de cette décision prise par nos 3 États. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. Cela veut dire que, selon les principes, je ne connais pas tous les textes de la CEDEAO, mais d'une façon générale, dans de tels cas, les 3 pays, le Burkina, la République du Mali et la République du Niger, évidemment, non seulement en se retirant de la CEDEAO, se retire donc automatiquement, à moins d'arrangements ultérieurs entre chefs d'État ou entre pays, de toutes les institutions spécialisées, évidemment, de la CEDEAO, c'est-à-dire toutes les organisations qui ont partie liées avec la CEDEAO, telles que l'UMOA et toutes ces autres institutions,
cela veut dire que nos pays vont prendre leur distance par rapport à ces organisations. Mais, vous savez, les relations diplomatiques sont souvent assez élastiques. Ça n'exclut pas que les gens puissent trouver d'autres moyens de maintenir entre ces pays et les autres membres de la CEDEAO un certain nombre de rapports, par exemple de bon voisinage ou de coopération dans des domaines précis. Mais si je tiens compte de l'avis de la population, donc des trois populations, des trois peuples qui sont sur le point de constituer un seul ensemble, évidemment, c'est le retrait pur et simple et l'abandon de toutes les institutions liées à la CEDEAO. Parce que pour les peuples du Niger, de la République du Mali et du Burkina, il devient pratiquement impossible de continuer à travailler dans avec une organisation qui reçoit ces instructions d'autres pays, qui bafoue votre souveraineté et qui ose prendre un certain nombre de mesures qui vont à l'encontre même de la sauvegarde de la vie des populations de ces pays. Les avantages sont liés au choix fait par les chefs de l'État. Le premier avantage, c'est qu'au moins maintenant, les choses vont être claires avec la CEDEAO. Nous n'appartenons plus à cet ensemble-là. Par conséquent, toutes les décisions que la CEDEAO peut prendre, parce que nous sommes membres de la CEDEAO, toutes ces décisions ne sont plus valables. Il est vrai qu'elle peut envisager d'autres actions plus coercitives. Elle peut peut-être renforcer le blocus ou demander à tous les pays membres de la CEDEAO de ne pas coopérer avec nous. Mais vous savez déjà que la coopération, là où elle est, c'est entre les peuples. Ce n'est pas entre les chefs de l'État. Donc moi je pense que le premier avantage, je vais répondre à votre question après, le premier avantage c'est qu'il faut que les peuples africains réfléchissent beaucoup aux actes et qu'ils vont signer dans le cadre de leur appartenance à des organisations régionales. Parce que si les peuples sont associés à l'étude de tous ces projets-là, je suis convaincu qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Malheureusement, nous avons l'habitude dans nos pays d'accorder une confiance aveugle au chef de l'État. Alors que nous devons en principe veiller à ce que tout ce qu'ils vont faire soit en harmonie avec ce que le peuple désire. Donc c'est au peuple, en tant que souverain primaire, de prendre ses dispositions et de contrôler tous les accords que nous pouvons créer ou que nous pouvons plutôt signer pour créer des organisations régionales. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, je pense qu'il est temps aujourd'hui pour les pays africains, en tout cas pour les trois pays sahéliens qui ont pris leur destin en main, il est temps de réfléchir à deux fois avant de signer quelque accord que ce soit avec qui que ce soit. Il faut associer le peuple de façon à ce que, en cas de difficulté, ces dirigeants aient le peuple derrière eux. Une organisation, quand elle devient un syndicat des chefs d'État, comme ça a été pour la CEDEAO aujourd'hui, vraiment c'est décevant. Une organisation qui a été conçue pour faciliter les relations entre les pays, la circulation des personnes et des biens, favoriser le développement économique, mettre ensemble toutes nos potentialités et créer des zones de développement et mettre en place des infrastructures qui permettent à chaque pays de se retrouver et faire en sorte, par un système de péréquation qui permette, par exemple, aux produits industriels fabriqués en Côte d'Ivoire ou au Mali, de les vendre à peu près au même prix qu'à Niamey. Je crois que c'est des choses qui auraient pu nous aider. Mais au lieu de ça, vous avez vu dans quelle direction nous sommes retrouvés. Il suffit qu'un pays étranger donne des injections. On a l'impression que les chefs d'État de la CEDEAO actuelle, et qui sont surtout soucieux de préserver leur fauteuil, évidemment, cèdent. Et voilà où ça nous a amenés. Donc, je pense que la troisième leçon à tirer de toute cette affaire-là, c'est que nos chefs d'État devaient se rendre compte d'une seule chose. La seule force, la seule entité capable de leur garantir la pérennité du pouvoir, capable de leur garantir la stabilité du pouvoir,
capable de leur permettre de rester au pouvoir aussi longtemps que possible, ce sont leurs peuples. Tant que les gouvernances là, ne tiendront pas compte de ce fait-là, que la souveraineté appartient au peuple, et que tant qu'on n'est pas en harmonie avec le peuple, tant que la politique qu'on engage n'avantage pas, ou en tout cas ne se consacre pas entièrement à la satisfaction des intérêts du peuple, on aura toujours des coups d'État. Et ça, il faut que nos chefs d'État le comprennent et qu'ils aient comme bouclier, comme glaive, comme arme leur propre peuple et non pas des pays étrangers. Les conséquences, je pense que nous les vivons déjà. Vous avez déjà remarqué que il y a un blocus total. Même les produits pharmaceutiques, nous ne pouvons pas les avoir. Les denrées alimentaires de première nécessité, on ne peut pas les avoir. Les conséquences, nous sommes déjà là-dedans. Ce qu'ils peuvent faire, c'est peut-être renforcer. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus à nos peuples? Et des populations qui vivent dans des difficultés comme les nôtres. Vous savez combien de milliers de Maliens, de Nigériens, de Burkinabés ont été tués par le terrorisme? Vous voyez dans quelle misère nous sommes, hein? Et c'est à ce moment précis que des pays africains comme nous, des gens que nous avons toujours considérés comme étant nos propres frères, décident de nous appliquer des sanctions qui n'ont jamais été appliquées dans ce monde. Même au temps de la Deuxième Guerre mondiale, de telles sanctions n'ont pas été appliquées contre l'Allemagne ou contre l'Italie ou contre le Japon qui étaient en alliance. Mais comment on peut faire des choses de ce genre-là et espérer que nos pays allaient se retrouver sur la même table? Je les avais prévenus, si vous vous rappelez bien. Le lendemain de la déclaration du chef de l'État, donc du général Tchiani, j'avais dit ceci. En s'engageant sur le terrain nigérien, la CEDEAO est en train de déclencher le processus de sa désintégration. Et c'est ce qui est en train de se faire. Parce que vous pensez bien que même au sein de la CEDEAO actuelle, il y a des pays qui ne sont pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Comment voulez-vous dire que vous êtes des pays souverains et que c'est une puissance extérieure qui vous empêche même de respecter votre parole quand vous avez un rendez-vous avec un État souverain? C'est une injection extérieure qui vous empêche de faire le déplacement et vous évoquez des raisons fallacieuses pour dire non, le Niger n'a pas d'autorisation. Heureusement que le gouvernement nigérien a bien précisé tous les accords qu'il a donné, toutes les autorisations qu'il a accordées pour que ces gens puissent faire le déplacement. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus par rapport à ça? Nous avons à manger convenablement. Vous et moi, nous savons que nous mangeons une seule fois de la journée. C'est vrai ou c'est faux? Dans toutes nos familles là, actuellement, c'est une seule fois que la marmite est posée sous le feu. Le soir, ce sont les râpes du repas du midi qu'on mange, ou alors on achète du solani et du pain sucré de 100 francs pour les enfants. Mais quel inconvénient vous voulez avoir de plus? Nous avons combien de morts dans nos hôpitaux parce qu'on ne peut pas avoir des produits? Comment des pays qui se disent amis nous traitent de cette manière-là? Et vous pensez que nous devons encore, parce que nous avons peur des conséquences des choses, qu'est-ce qu'il nous reste encore? Qui parmi nous n'a pas perdu un cousin, un oncle, un neveu ou un père? Qui n'a pas perdu une femme ou bien une nièce ou une belle-sœur? Qu'est-ce qui nous reste? La seule chose qui nous reste aujourd'hui, c'est de nous battre pour ceux qui viendront, c'est-à-dire nos descendants. Nous sommes des pères de famille, nous avons des responsabilités. Nous devons laisser à nos descendants un pays viable. Et donc que les Nigériens se rassurent. Rien ne peut se gagner sans combat. Les difficultés, il y en aura toujours. Quel que soit le pays, il y a des difficultés. Mais c'est la capacité des dirigeants et du peuple à circonscrire ces difficultés, à les surmonter et dans certains cas transformer ces difficultés en objet de victoire pour leur peuple. C'est ça la bonne gouvernance. Prévoir, prévenir et prendre les dispositions nécessaires pour éviter le pire. C'est ça la gestion. Mais vous pensez que c'est parce que nous sommes dans la CEDEAO que les choses vont changer? Non. Combien d'années nous nous battons contre le terrorisme? Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Ces gens ont une force en attente.
Vous et moi, nous avons découvert ça quand il s'agit d'intervenir au Niger. Ils ont mis des forces en attente alors qu'on massacre nos gens, nos populations. Vous voulez qu'on retourne? Moi, je suis à 100% d'accord avec les dirigeants de nos pays. Et je l'ai dit dès le départ. Si ça dépendait de moi, je suis qu'un simple citoyen, on n'aurait plus rien à faire avec la CEDEAO. Si on doit recréer une autre organisation, on la recréera. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est nous organiser pour que nos voisins qui veulent bien collaborer avec nous, ensemble nous trouvions les voies et moyens de mettre en place des structures ou des mécanismes de coopération qui permettent d'éviter de pénaliser nos peuples. Ça, nos dirigeants doivent s'atteler le plus rapidement possible à des rencontres ou sectorielles, ou en tout cas bilatérales, avec des pays qui sont disposés à travailler avec nous pour trouver et mettre en place tous les mécanismes qui permettraient au peuple de ces trois pays de moins souffrir. Ça, c'est une obligation morale pour nos dirigeants. L'autre obligation pour ces dirigeants, c'est de respecter leurs paroles, c'est de respecter leur peuple. Les engagements qui ont été pris, nos différents peuples y ont souscrit, ils ont soutenu, et par conséquent, la chose qu'on leur doit, c'est le respect de la parole donnée. Et donc, nous attendons de nos dirigeants que tout se fasse en fonction des aspirations et des intérêts de notre peuple. S'ils le font dans ce sens-là, quelles que soient les difficultés, ils auront le peuple nigérien avec eux. Il faut que ce soit très clair. Mais nous ne donnons de carte en blanc à personne. On l'a fait par le passé, on a vu où ça nous a mené. Maintenant, nous allons avoir l'esprit critique. Nous n'insulterons personne. Nous ne traînerons personne dans la boue. Mais nous nous réserverons le droit de dire à qui de droit lorsque les choses ne marchent pas. Et ça, les Nigériens l'ont compris, ils sont décidés à le faire. Il faut que chacun de nous prenne ses responsabilités. En tant que peuple, notre rôle, c'est d'aider, c'est d'accompagner, c'est de soutenir nos dirigeants. Mais en tant que responsables, leur rôle, c'est de tenir compte de nos aspirations. C'est de faire attention à ce qu'on leur dit. S'ils nous écoutent, si nous marchons ensemble, nous serons avec eux jusqu'à la victoire finale. Mais s'ils dévient du chemin, qu'ils ne viennent pas dire « Ah, les gens nous ont trahis », nous n'allons trahir personne. Le peuple nigérien ne trahira personne. Mais il veut qu'on le respecte. Il veut que les contrats passés avec les dirigeants du pays soient respectés. Nous avons soutenu cette révolution à cause de l'intervention du général Tchani. Lorsqu'il a dit les raisons qui l'ont amené à prendre le pouvoir, les objectifs qu'il veut poursuivre. C'est ça qui a fait l'unanimité. Tant qu'il respectera cela, il y aura les Nigériens devant lui, derrière lui et autour de lui. Ça, c'est une certitude. Moi, je suis étonné par le fait que chaque fois qu'on parle de prendre notre destin en main, on trouve encore des Africains qui posent la question en termes de Russie, en termes de Chine ou en termes de choses. Si nous avons décidé d'assumer nos responsabilités en tant que peuple souverain, cela veut dire quoi? Nous allons discuter avec ceux qui nous proposent ce qui nous convient. Que ce soit la Russie, la Chine et n'importe quel autre pays, si ce pays respecte notre souveraineté, si ce pays prend en compte nos intérêts, si ce pays conçoit que nous puissions, comme eux, défendre nos intérêts et les intérêts de notre peuple, nous allons collaborer avec lui. Pourquoi quelqu'un va s'asseoir chez lui et nous dire non, n'allez pas avec un tel on fait ça, on fait ça. On ne nous tue pas déjà. On m'a dit avec Wagner, on va tuer des gens, avec la Russie, on va tuer des gens. On ne tue pas des gens au Niger. Je vous avais posé la question, vous mangez combien de fois au Niger? Qu'est-ce qui est pire que ça? Et nous sommes où? Les gens avec qui vous souhaitez qu'on collabore, ça fait 63 ans qu'on est ensemble. On est toujours derrière. Vous voulez qu'on continue comme ça? Cherchons d'autres gars, d'autres pays qui sont prêts à nous respecter, à respecter notre qualité d'être humain et à respecter nos droits. Si ceux-là ont quelque chose à nous offrir, évidemment nous prenons. Mais dans le respect de notre souveraineté, je pense que le peuple nigérien est clair là-dessus. Il n'est pas question de quitter la suzeraineté de quelqu'un pour aller se mettre, pour être le vassal d'un autre. Ça, c'est terminé, ça. Nous serons l'esclave de personne. Nous serons le sujet de personne. C'est ça que le peuple nigérien demande, et vous le savez mieux que moi, puisque vous entendez les gens parler. Ce que nous voulons, c'est
commencer avec qui nous propose quelque chose. Il faut qu'on nous propose quelque chose de bien. Mais cette façon de faire, on nous accorde un prêt. Et ce prêt, on nous dit, bon, vous allez l'avoir à condition que le matériel soit acheté en Allemagne, en France ou en Italie. C'est ce que j'appelle l'aide liée. Quel est l'avantage? Pourquoi on ne nous donne pas des prêts pour que nous construisions nous-mêmes nos usines ici, pour que nous créions la richesse dans notre propre pays? Comment un pays peut survivre comme nous vivons? Tout est importé, même la nourriture. Alors que le rôle de tout pays, c'est de mettre en place des infrastructures qui permettent de créer l'emploi, de créer la richesse et de faire en sorte que le pays se développe. Vous ne pouvez pas construire un pays sur la base qui est la nôtre. Ce n'est pas possible. Tous les crédits qu'on nous accorde, si vous relisez les textes, vous verrez que le matériel, nous sommes obligés de les acheter chez eux. Pourquoi ces crédits que nous prenons, nous ne pouvons pas faire des infrastructures nous-mêmes ici et produire chez nous? Pourquoi? Mais je me pose la question de savoir. Mais ces gens, nous avons été dans leur école. Nous les connaissons. Mais ils ne sont pas 10 fois meilleurs que nous. Pourquoi nous ne pouvons pas nous asseoir un instant et réfléchir par nous-mêmes? Dire, voilà ce que nous voulons. Mais si chaque fois, nous devons nous référer à ces gens-là, si chaque fois nous devons respirer avec les narines de l'Occident, si chaque fois nous devons parler avec la langue de l'Occident, si chaque fois que nous devons réfléchir, ce sont les schémas intellectuels de l'Occident qui nous servent de guide, comment pouvons-nous nous en sortir? Et ça, c'est un appel que je lance aux intellectuels nigériens. Je pense qu'il est temps aujourd'hui. Il est temps de passer aux premières lignes. C'est aux intellectuels d'expliquer ces choses-là. C'est notre devoir de dire à notre peuple ce qui peut nous en sortir. L'aventure qui est engagée aujourd'hui, cette révolution, elle va conditionner la vie et le futur du Niger. Et chaque Nigérien a le devoir et l'obligation morale de s'inscrire dans cette dynamique. Et l'intellectuel en premier lieu. Pourquoi? Parce que l'intellectuel, c'est lui qui doit éclairer le chemin. C'est lui, chaque fois qu'il y a difficulté, c'est lui qui doit dire voilà ce qu'on doit faire pour surmonter cette difficulté. C'est ça le rôle de l'intellectuel. Et donc, mettez vos intellectuels en situation d'éclairer le chemin. Mettez-les en situation de vous indiquer quoi éviter. Mais ça suppose qu'eux-mêmes puisent leur réflexion des réalités socio-culturelles de notre pays. Chaque fois que nous posons un acte, voyons quel est le rapport de cet acte-là avec notre société et avec nos valeurs traditionnelles. C'est ça qui est important. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est que le Niger a besoin de tout le monde, de tous les Nigériens, sans exception, tout comme le Burkina et le Mali. Et donc personne n'a le droit de rester derrière. Et encore moins ceux qui détiennent le savoir, le savoir-faire. Maintenant, vous me demandez si nos 3 pays, qui font je ne sais plus combien de millions d'habitants, si ces pays-là peuvent avoir leur propre monnaie. Je prends la Tunisie. Je ne sais pas si vous avez une idée de la dimension de la Tunisie. Ils ont leur propre monnaie. Le Maroc a sa propre monnaie. Ensuite, la Bulgarie, la Pologne, la Croatie, la Serbie, tous ces pays ont leur monnaie. Même si par la suite, c'est des pays qui ont rejoint, certains ont rejoint l'Union européenne et se trouvent dans l'euro. Et vous vous estimez que, regardez la superficie des 3 pays qui composent le marché. Tenez compte de la richesse qu'il y a dans le sous-sol de ces pays-là. Tenez compte également de ce que ces pays peuvent apporter à l'économie mondiale. Est-ce qu'après tout ça, vous pouvez poser la question de savoir si nous ne pouvons pas avoir notre propre monnaie? On s'est mis dans une situation de peur. Les gens nous ont formés, et là encore je reviens aux intellectuels,
de telle manière que nous fonctionnons avec leurs critères d'appréciation. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est temps de remettre certaines choses en cause et créer une monnaie pour des pays, 3 pays qui ont de l'uranium, qui ont de l'or, qui ont du pétrole, qui ont du gaz pour certains, sans compter tous les autres métaux rares. Je crois que, franchement, on ne peut pas poser une telle question. La question que vous devez poser, c'est avons-nous la volonté politique de créer la monnaie? Mais les dispositions économiques et tous les principes qui permettent de créer une monnaie existent dans ces 3 pays. Maintenant, est-ce que les dirigeants vont avoir la volonté politique de franchir le pas? Ça, je ne le sais pas. Je ne suis qu'un simple citoyen, je ne suis pas au niveau de la décision. Je ne pourrais donc pas vous répondre. Mais je vous dis que cette question ne se pose même pas. Parce que toutes les conditions sont réunies pour que ces 3 pays puissent avoir leur monnaie. En tout cas, toutes les dispositions économiques, toutes les ressources naturelles de ces 3 pays peuvent leur permettre d'avoir leur monnaie et une monnaie qui va bien fonctionner. Cela dépend de la manière dont ces pays seront gérés.